Mon père a annulé mon 18e anniversaire à cause de la crise de colère de ma sœur, si je ne peux pas être heureuse, alors elle non plus, a hurlé ma sœur. Alors, j'ai fait toutes mes affaires et je suis parti en silence, et c'est à ce moment-là que leur vie parfaite a commencé à s'effondrer sans moi. Quelques heures plus tôt, je croyais encore que cette journée m'appartiendrait. J'avais réservé une petite salle d'événements près de la rivière, envoyé des invitations imprimées 2 semaines à l'avance, et même commandé un de ces gâteaux blancs à plusieurs étages avec des fleurs roses pâles et un glaçage à la vanille. C'était un moment si adulte. Avoir 18 ans avait toujours été la ligne dans le sable où l'enfance se terminait et où une personne avait enfin le droit de vouloir quelque chose qui lui appartenait en propre. J'avais pris des services supplémentaires au café pour pouvoir payer la moitié des frais moi-même. J'avais dit à papa qu'il n'avait pas besoin d'aider, mais il avait insisté, disant que c'était une tradition pour un père d'être généreux pour un 18e anniversaire. Je l'avais cru. Cette croyance a rendu ce qui a suivi encore plus difficile. Ma sœur, Lynn, était enfermée dans sa chambre depuis des jours après que son petit ami a rompu avec elle. Elle avait 23 ans, assez âgée pour savoir que le chagrin d'amour ne donnait pas un laissez-passer pour prendre le monde en otage. Pourtant, la maison a réagi à sa tristesse comme un hôpital réagit aux alarmes. Maman marchait sur la pointe des pieds. David vérifiait constamment la température de la maison comme si un calme pouvait l'apaiser. Les portes se fermaient doucement. Les voix baissaient. Chaque mouvement devait être prudent. Il n'arrêtait pas de me dire de comprendre, de lui laisser de l'espace, de la soutenir pendant sa tempête. Je le faisais. Je l'ai toujours fait. Elle était la sensible. J'étais la compréhensive. Cette dynamique avait existé toute ma vie. Le dîner de ce soir-là était censé être simple, des spaghettis et un rapide examen du programme de la fête. J'avais le contrat de la salle d'événement dans un dossier bien rangé dans mon sac. J'étais prête à leur montrer l'installation, le plan d'éclairage, la liste des chansons que je voulais que mon ami joue. Au lieu de cela, Lynn est entrée dans la pièce avec des traînées de mascara sur les joues, a jeté un coup d'œil au léger sourire sur mon visage, et a explosé. Elle a pleuré plus fort que les 2 jours précédents réunis. Elle a dit que tout dans la maison semblait injuste, que l'univers se moquait d'elle, que mes joyeux projets d'anniversaire remuaient le couteau dans la plaie de son cœur brisé. Elle s'est effondrée dans les bras de papa, sanglotant qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée que tout le monde fasse la fête alors qu'elle se noyait dans la misère. David a resserré son étreinte autour d'elle et m'a regardé avec une expression que j'avais vue trop de fois. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la déception. C'était quelque chose de plus froid. C'était la décision qui se formait déjà derrière ses yeux. La décision que mon bonheur était négociable alors que le sien ne l'était pas. Je suis resté là, figé, tenant un bol de pain à l'ail, pendant qu'il lui disait qu'il comprenait, que personne dans cette famille ne devrait faire la fête pendant qu'elle souffrait. La pièce est devenue silencieuse, le genre de silence qui tombe juste avant un verdict. David a dit que la fête ne pouvait pas avoir lieu. Il n'a pas dit, peut-être. Il n'a pas dit, parlons-en. Il l'a dit comme si l'affaire était réglée. Maman a hoché la tête tout de suite, comme si elle avait attendu la permission. Elle m'a dit que je devais être mature, que la famille passait avant tout, que les célébrations pouvaient être reportées, mais pas les blessures émotionnelles. Elle a dit qu'il s'attendait à ce que je sois la plus raisonnable, parce que je l'avais toujours été. J'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas encore se briser, juste basculer. Le silence s'est étiré sur la table d'une manière que je pouvais sentir sur ma peau. Lynn a enfoui son visage dans la poitrine de papa, mais ses épaules se sont détendues, comme toujours une fois qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Maman a attrapé son téléphone. David a sorti le sien aussi. Je suis resté là, à les regarder travailler rapidement, efficacement, comme s'ils annulaient un rendez-vous chez le dentiste au lieu du 18e anniversaire de leur fille. Maman a tapé des messages à mes invités pour leur dire que la célébration était annulée pour des raisons personnelles. David a envoyé un email à la salle d'événements pour leur dire que nous ne viendrions finalement pas. J'ai vu mes plans disparaître de leurs écrans avant même d'avoir ouvert la bouche. Entre une respiration et la suivante, la soirée que j'avais mis si longtemps à construire a tout simplement cessé d'exister. C'était étrange à quel point je me sentais calme. Peut-être que c'est l'effet du choc. Ou peut-être que c'était la compréhension qui s'installait dans mes os que si le bonheur était une ressource dans notre famille, on attendait de moi que j'en utilise le moins possible. C'est alors que je me suis surprise à penser à quelque chose de petit et de pratique, quelque chose de si ordinaire que ça m'a presque fait rire.
Je me suis demandé combien de personnes écoutant cette histoire en ce moment se sont assises à une table où la conversation ressemblait à un verdict au lieu d'une discussion. Que faisiez-vous lorsque vous avez découvert que quelque chose qui vous tenait à cœur n'avait pas autant d'importance que les sentiments de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça s'est passé dans une cuisine comme la mienne, ou dans une voiture, ou lors d'un déjeuner tranquille? Pour moi, je me souviens que j'étais debout à côté de cette table, tenant toujours le pain à l'ail, quand toute ma soirée s'est effondrée. Papa m'a finalement regardé. Il a dit que la famille souffrait, que la priorité était de maintenir la paix dans la maison. Je voulais lui demander si je faisais partie de la famille à laquelle il faisait référence ou si j'étais juste un personnage secondaire dans leur économie émotionnelle. Ma voix est sortie petite quand j'ai demandé pourquoi personne n'avait même vérifié avec moi avant de décider. Maman a dit que je savais à quel point Lynn était sensible. Elle a dit qu'une vraie famille protégeait celui qui luttait. Elle a dit que la douleur se propage et que la joie devrait être mise en pause par respect jusqu'à ce que tout le monde soit de nouveau sur la même longueur d'onde. Le respect. Ce mot avait un goût étrange. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. L'écran s'est allumé avec un message après l'autre. Des amis répondant avec confusion, sympathie. Certains demandant si j'allais bien, d'autres disant qu'ils avaient déjà acheté des cadeaux. J'ai pu voir l'email d'annulation de l'événement apparaître. Je l'ai fixé un long moment, comme si je pouvais l'annuler en refusant de cligner des yeux. C'était un si petit moment, le genre de moment que quelqu'un d'autre pourrait ignorer. Mais à cette seconde, en regardant le message de confirmation clignoter sur l'écran, j'ai senti le déclic final d'une serrure en moi. Tout ce qui vacillait tranquillement dans ma poitrine a trouvé sa place. Je n'étais pas surprise que papa ait choisi la voie qui protégeait les sentiments de ma sœur. Je n'étais pas surprise que maman le soutienne. Je n'étais même pas surprise que les larmes de Lynn dictent le résultat. Ce qui m'a surprise, c'est la clarté avec laquelle j'ai soudain compris ma place. Famille. J'étais celle de qui on attendait qu'elle absorbe la déception pour que les autres n'aient pas à le faire. Personne ne m'a demandé ce que je voulais. Personne n'a essayé de négocier. Ils m'ont simplement mise de côté, comme une chaise qui ne correspondait pas au nouvel arrangement. Le dîner s'est terminé sans un autre mot de ma part. Je me suis excusé tranquillement, je suis monté les escaliers et j'ai fermé la porte de ma chambre. Je me suis assise sur le bord de mon lit, regardant la douce robe bleue que j'avais prévu de porter, les chaussures encore dans leur boîte, les boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait données pour cet anniversaire précis. Tout était disposé comme pour une célébration, attendant son moment. Mon téléphone a vibré avec des excuses d'amis, des excuses pour quelque chose dont aucun d'eux n'était responsable. J'ai répondu par de courtes phrases parce que je ne savais pas comment expliquer ce qui venait de se passer. Comment dire à quelqu'un que votre père et votre mère ont effacé votre anniversaire parce que votre sœur était triste? Comment dire à quelqu'un que les gens qui vous ont élevé vous ont appris les mathématiques de la famille différemment des autres foyers? Dans notre maison, la tempête d'une personne l'emportait toujours sur le soleil d'une autre. Je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond, rejouant les mots que j'avais entendus au dîner. Si elle ne peut pas être heureuse, alors tu ne le seras pas non plus. Une décision prise sans hésitation. Un verdict rendu sans appel. Ce que je ne savais pas alors, c'est que la nuit réservait plus de changement que la simple perte d'une fête. Je ne savais pas que dans quelques heures, je cesserais d'être la fille qui se plie pour maintenir la paix. Je ne savais pas que ce serait ma dernière soirée dans cette maison en tant que l'enfant qui a toujours coopéré. À ce moment-là, tout ce que je pouvais sentir était la lourdeur de quelque chose qui bougeait profondément sous mes pieds, comme si le plancher de ma vie était sur le point de céder. Cette nuit serait la dernière fois que je resterais dans cette maison en tant que la fille qui a toujours compris, et la prise de conscience s'est installée en moi comme la lente extinction d'une lumière. Je suis restée assise là un long moment, laissant le poids de tout cela me traverser avant que mon esprit ne revienne à tout ce que j'avais fait dans les jours qui ont précédé ce désastre. 2 jours avant mon 18e anniversaire, je croyais encore que la célébration se déroulerait sans accroc. Cela semble presque cruel maintenant de me souvenir à quel point j'avais été pleine d'espoir, à quel point j'étais certaine que cette année serait différente. La salle avec les murs en briques vintage et les guirlandes de lumière blanche douce qui rendaient tout chaleureux, même au milieu de l'hiver. Le gérant m'avait fait visiter l'installation, et je lui avais donné la compte que j'avais économisé en vendant des bracelets faits main à l'école et en prenant des services supplémentaires au café. C'était agréable de remettre cette enveloppe. J'avais l'impression d'avoir mérité le droit de me célébrer. J'ai pris des photos de la salle pour les montrer à mes amis, imaginant où le gâteau serait placé et où iraient les petits arrangements floraux.
j'ai envoyé des rappels à tous ceux qui avaient déjà répondu oui à leurs invitations. Le fil de discussion s'est rempli d'enthousiasme et de petits émojis cœur. Les gens demandaient ce qu'ils devaient porter. Ils demandaient s'il y aurait de la musique. J'ai répondu à tout avec le sourire. Je me souviens être sorti de ce bâtiment et avoir senti le vent de la rivière me frapper le visage. Je me sentais adulte d'une manière difficile à décrire. Pas une adulte exactement, mais prête. Prête pour une nuit qui m'appartenait. Il y a 2 jours. Cela me hantait parce que c'était trop proche pour pouvoir changer quoi que ce soit lorsque les choses se sont effondrées. On ne peut pas envoyer de nouvelles invitations ou supplier pour une nouvelle salle quand il ne reste que 48 heures au compteur. La plupart des gens avaient déjà emballé leurs cadeaux ou choisi leur tenue. Certains avaient pris des congés. Une amie avait même réservé une chambre d'hôtel parce qu'elle habitait à 1 heure de route et ne voulait pas conduire tard dans la nuit. 2 jours peuvent ne pas sembler beaucoup, mais quand on planifie un anniversaire marquant, 2 jours, c'est tout. La veille du dîner qui a tout terminé, j'avais montré les nouvelles chaussures que j'avais achetées avec les pourboires du magasin. Elle a dit qu'elles étaient jolies, puis m'a rappelé que Lynn souffrait encore et que je devais essayer de garder la maison calme. J'ai hoché la tête parce que c'était ma réaction par défaut. Je n'arrêtais pas de penser que je pouvais maintenir la paix et garder mon anniversaire en même temps. Avec le recul, c'était naïf. La maison ne pouvait contenir qu'un seul projecteur émotionnel à la fois, et ce projecteur ne s'était jamais posé sur moi. Le matin avant le dîner, j'avais écrit une liste de tâches finales dans mon carnet, récupérer le gâteau, confirmer les décorations, vérifier la playlist. Je n'ai jamais barré aucune de ces lignes. Au lieu de cela, j'ai tout vu glisser entre mes doigts plus vite que je ne pouvais le traiter. Le lendemain matin, tout s'est effondré. Maman m'a suivi dans la cuisine pendant que je me versais un verre d'eau. Elle a parlé doucement, comme si elle s'attendait à ce que je pleure ou que je m'emporte. Elle m'a dit qu'une fois les choses calmées, nous nous rattraperions. Elle a dit ces mots avec une telle confiance, comme si les anniversaires poussaient sur les arbres et que les familles pouvaient simplement en cueillir un de remplacement quand elles en avaient envie. Elle a dit que j'en aurais beaucoup d'autres dans ma vie et que je devrais me concentrer sur ce qui comptait le plus. Je voulais lui demander ce qui comptait le plus pour elle, car ce n'était clairement pas moi cette nuit-là. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête à nouveau. Papa n'a pas fait mieux. Plus tard dans l'après-midi, il est entré dans ma chambre en tenant un panier à linge vide. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte comme quelqu'un qui aborde un sujet difficile. Il m'a dit que ce n'était qu'un jour. Il l'a dit comme si c'était un bulletin météo, comme si les tempêtes passaient et que le soleil revenait sans effort. Il n'avait pas l'air troublé. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air déterminé à passer à autre chose. Il a dit que j'étais forte et que les gens forts ne s'attardaient pas sur des petites choses. Des petites choses. Cette phrase a éraflé quelque chose en moi. C'était une petite chose pour lui parce qu'il n'avait jamais rien construit pour lui-même, seulement pour le voir démanteler afin d'apaiser la tristesse de quelqu'un d'autre. Lynn ne s'est jamais excusée. Elle n'a même pas fait semblant. Elle se promenait dans la maison avec les yeux gonflés et l'air de quelqu'un qui avait subi une profonde tragédie, tout en évitant mon regard. Quand elle m'a finalement parlé ce matin-là, son ton était plat et sans excuse. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas contrôler ce qu'elle ressentait et qu'elle n'aurait pas pu supporter de me voir faire la fête alors qu'elle s'effondrait. Pour elle, mon anniversaire était un inconvénient qui devait être éliminé. Elle s'attendait à ce que je comprenne, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Elle croyait que la douleur lui donnait droit à la priorité. Ça avait toujours été le cas. Je l'ai vu pour ce que c'était alors, un schéma qui s'était répété si souvent que je ne le reconnaissais plus comme anormal. Chaque dispute, chaque querelle, chaque décision. Le malaise de Lynn avait toujours plus de poids que tout ce qui se passait dans ma vie. Si elle était contrariée, tout s'arrêtait. Si elle était heureuse, toute la maison se détendait. Grandir dans ce système signifiait que j'avais appris très tôt à taire mes besoins, à atténuer mon enthousiasme et à lisser les angles vifs de mes rêves. Je pensais que c'était comme ça que les familles fonctionnaient. Je pensais que c'était normal. Le jour après le dîner annulé, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de gens qui étaient passés devant la salle d'événement, confus de la trouver vide. Des messages d'amis qui prenaient de mes nouvelles. Certains écrivaient de longs paragraphes demandant si tout allait bien, si quelque chose de terrible s'était passé. D'autres étaient plus courts. Juste un petit mot disant qu'ils étaient désolés ou déçus. Quelques-uns semblaient agacés.
Une amie a souligné qu'elle avait payé le nettoyage à sec de sa robe et aurait souhaité que je la prévienne plus tôt. Une autre a plaisanté légèrement en disant que j'avais peut-être changé d'avis sur le fait de vouloir être célébré. Il voulait bien faire, mais chaque message me touchait différemment. Chacun me rappelait que ce n'était pas seulement une décision de famille. C'était une humiliation publique. Une tâche sur un moment qui était censé être le mien. Celui qui m'a fait le plus mal venait d'une fille qui était mon amie depuis le collège. Elle m'a demandé pourquoi j'avais annulé si soudainement et si elle avait fait quelque chose de mal. J'ai fixé ce message pendant un long moment avant de taper quelque chose de vague. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. C'était plus facile de mentir que d'expliquer la vérité. Comment dire à quelqu'un que votre père et votre mère ont annulé votre anniversaire pour protéger les sentiments de votre sœur? Comment expliquer que vous n'avez pas eu votre mot à dire dans votre propre célébration? Parce qu'on ne vous avait jamais vraiment permis d'avoir besoin de quelque chose assez fort pour que quiconque vous entende. Alors que d'autres messages affluaient, je me sentais de plus en plus petite. Ce n'était pas seulement que les gens étaient confus. C'était qu'ils pensaient que je leur avais fait ça, que j'avais perdu leur temps ou les avais induits en erreur. Je me sentais responsable de leur déception même si rien de tout cela n'était de ma faute. C'est la partie délicate de grandir dans une famille où les émotions d'une personne gouvernent les autres. On vous entraîne à croire que chaque vague de malheur est à vous de la réparer. À la fin de la journée, j'ai arrêté de répondre. L'écran du téléphone continuait de s'allumer sur le lit à côté de moi, mais je ne pouvais plus me résoudre à le prendre. Je me sentais lourde et fatiguée et étrangement vide. Pas en colère, pas encore. Juste vide. Au dîner ce soir-là, personne n'a mentionné l'anniversaire. Maman a parlé des courses. Papa a parlé d'un retard de livraison au magasin. Lynn était assise tranquillement, remuant ses pattes comme si elle était toujours le cœur blessé de la famille. J'ai mangé en silence. C'était plus facile comme ça. Discuter n'avait jamais rien changé. Prendre la parole n'avait jamais changé la hiérarchie. Mon silence leur avait toujours été utile. Il maintenait la paix. Il empêchait la maison d'exploser. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le silence était le seul outil qu'il dépendait de moi pour fournir. Le silence faisait tout fonctionner. Le silence me maintenait à ma place. Alors, quand maman a demandé si j'étais déçu, j'ai simplement dit non. C'était plus facile pour elle comme ça. Elle a souri faiblement, soulagée. Papa a hoché la tête comme si ma réponse confirmait quelque chose qu'il croyait à mon sujet. Lynn a baissé les yeux sur son assiette, se réfugiant déjà dans la sécurité d'être réconfortée. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas insisté. Je n'ai rien demandé. J'ai laissé le silence s'installer parce que je comprenais maintenant que le silence était la seule langue que cette famille ait jamais écoutée. Je les ai laissés penser que j'avais tout accepté sans me battre. Il était plus facile de les laisser croire cela que de leur montrer ce qui commençait à se former en moi. 2 jours avant mon 18e anniversaire, tout ce que j'avais construit a été effacé en quelques minutes. 2 jours avant mon anniversaire, j'ai appris exactement où je me situais dans ma famille. 2 jours avant mon anniversaire, les fondations de qui je pensais être se sont fissurées tranquillement. Je suis resté assise là, sans rien dire, laissant les fissures se propager. Et une fois que le silence s'est installé en moi d'une manière qui semblait définitive, j'ai su que je ne passerais pas mon anniversaire sous ce toit. La décision n'est pas arrivée dans un éclair dramatique. Elle est venue tranquillement, comme une vérité qui attendait son tour. Je me suis levé de la table du dîner, je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte doucement pour que personne ne me demande pourquoi je semblais tendu. Ils s'étaient déjà convaincus que j'allais bien. Et je les ai laissés le croire. Parce que résister n'avait jamais fait bouger les choses dans cette maison. J'ai regardé ma chambre, un espace rempli de petits morceaux de moi, et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de grand-chose pour partir. J'ai sorti mon vieux sac à dos du placard, celui que j'utilisais pour les services du week-end au magasin. J'ai plié quelques chemises et jeans, glissé ma brosse à dents et la petite bouteille de lotion que ma grand-mère m'achetait, et j'ai rangé mon portefeuille dans la poche avant. J'ai laissé la robe sur le lit. J'ai laissé les chaussures dans leur boîte. J'ai laissé les boucles d'oreilles en perles. Celle-ci appartenait à la version de moi qui pensait que quelqu'un la célébrerait. J'ai pris seulement ce dont j'avais besoin et rien qui m'alourdirait. Mon téléphone a vibré à côté de moi. Je l'ai retourné pour que l'écran fasse face au matelas. La vibration s'est arrêtée puis a recommencé.
J'ai appuyé sur le bouton latéral jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Le silence. Le genre de silence qui ressemblait à une porte plutôt qu'à une cage. Je ne voulais dire au revoir à personne. Au revoir impliquait une conversation. Et je ne devais à personne une performance sur ce que je ressentais. Je ne leur devais pas de réconfort. Je ne leur devais pas une autre tournée de compréhension. J'ai sorti le petit trousseau de clés que je gardais sur mon bureau. Une pour la porte d'entrée, une pour l'arrière, une pour le magasin. J'ai séparé les clés de la maison, je les ai posées sur mon oreiller et je les ai regardées un instant. C'était étrange comme il était facile de rendre quelque chose de symbolique quand la partie émotionnelle vous avait déjà été enlevée bien avant. J'ai envoyé un texto à une seule personne, Léna. Elle était ma collègue au magasin depuis presque 1 an, et elle vivait avec sa tante à environ 15 minutes de là. Je m'étais ouverte à elle 1 ou 2 fois sur des questions de famille. Rien de profond, juste assez pour qu'elle comprenne que ma maison n'était pas toujours le sanctuaire que les gens imaginaient. J'ai demandé si elle était réveillée. Sa réponse est venue instantanément. Elle a demandé si j'avais besoin qu'on me conduise. Je lui ai dit que j'avais juste besoin d'un endroit pour dormir 1 nuit ou 2. Elle a dit qu'elle laisserait la porte latérale déverrouillée et la lumière du porche allumée. C'était suffisant. J'ai enfilé ma veste et j'ai mis mon sac à dos sur mon épaule. Je suis resté dans le couloir 1 longue seconde. Toute la maison était sombre, sauf pour la douce lueur provenant de sous la porte de Lynn. Les gens pensent que quitter la maison implique de claquer des portes ou de crier. Mais parfois, les départs les plus permanents se font dans le silence le plus complet. J'ai descendu les escaliers lentement pour que le bois ne grince pas. Je suis sorti par la porte de derrière, la fermant doucement jusqu'à ce que le loquet s'enclenche. Dehors, l'air était froid d'une manière qui me piquait les joues. J'ai marché rapidement, en partie à cause du froid, et en partie parce que je ne voulais pas douter de moi. Le quartier était sombre et calme, à l'exception d'une seule télévision qui scintillait à travers une fenêtre au bout de la rue. Chaque pas semblait irréel, comme si je m'éloignais d'un décor de film plutôt que d'une vie que j'avais vécue pendant 18 ans. Quand j'ai atteint le coin, je me suis permis de regarder en arrière 1 fois. La maison se tenait là, dans un calme parfait, comme si rien à l'intérieur ne s'était fracturé. La lumière du porche était éteinte. Les rideaux étaient tirés. C'était la même maison qu'elle avait toujours été, et pourtant je me sentais étrangement soulagé de ne plus être à l'intérieur. La tante de Léna habitait dans une petite maison près de Maple Street. La lumière du porche brillait comme elle l'avait promis. J'ai frappé doucement et Léna a ouvert la porte, les cheveux attachés en arrière et un sweatshirt doux flottant lâchement autour de ses épaules. Elle n'a pas posé de questions. Sa tante dormait et la maison sentait légèrement la camomille et le nettoyant au citron. Léna a désigné le canapé et a dit qu'elle allait chercher une couverture. Je me suis assise et j'ai senti mes épaules se relâcher pour la première fois de la journée. Elle m'a apporté une couverture et un oreiller, puis s'est assise en face de moi et a attendu. J'ai pensé que j'allais peut-être tout lui raconter, mais quand j'ai ouvert la bouche, aucun mot n'est sorti. J'ai haussé les épaules et j'ai dit, j'avais juste besoin d'espace. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, et je pense que c'était le cas. Certaines personnes n'ont pas besoin de tous les détails pour saisir la forme de la douleur de quelqu'un. Je me suis allongé sur le canapé, la couverture chaude tirée sur moi, et j'ai fermé les yeux. C'était calme. Un calme différent de celui de la maison. Un calme plus doux. Un qui me donnait l'impression de pouvoir respirer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre. Il m'a fallu un moment pour savoir où j'étais. Le canapé, la couverture, l'odeur de café qui flottait faiblement depuis la cuisine, mon sac à dos à côté de moi. Tout est revenu lentement. C'était mon anniversaire, mon 18e anniversaire. Mon premier matin en tant qu'adulte légal. Je suis resté assise là 1 longue seconde, attendant quelque chose. Peut-être un message, peut-être qu'on frappe à la porte. Peut-être un signe que quelqu'un avait remarqué que j'étais parti. Rien n'est venu. Mon téléphone était toujours éteint. Il n'y avait pas de voix douce appelant mon nom depuis le couloir. Pas de pas s'approchant de ma chambre pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Pas de part de gâteau attendant sur le comptoir de la cuisine. La maison où j'avais grandi n'a pas remarqué une chaise manquante à table. Cette prise de conscience ne m'a pas écrasé comme je le pensais. C'était plutôt la confirmation de quelque chose que je savais déjà. Mon absence n'a pas provoqué de chaos immédiat. Elle n'a même pas provoqué une ondulation.
Le monde à l'intérieur de cette maison s'est ajusté facilement, peut-être trop facilement, à l'espace que j'avais laissé derrière moi. La tante de Léna était déjà partie travailler quand je suis entré dans la cuisine. Léna m'a tendu une tasse de café et m'a souhaité un joyeux anniversaire discret. Elle l'a dit gentiment, sans pitié. Sans ce regard que les gens vous lancent quand ils pensent que votre famille aurait dû faire mieux. Juste une simple offrande de chaleur. Je l'ai remerciée et les mots se sont légèrement coincés dans ma gorge. Elle a demandé si je prévoyais de rester pour la journée. Je lui ai dit que je n'étais pas encore sûr. La vérité était que je ne savais rien, sauf que rentrer à la maison semblait impossible. J'étais peut-être parti tranquillement, mais en moi, quelque chose s'était refermé. Je suis resté assise là avec mon café, regardant par la petite fenêtre au-dessus de l'évier. Les feuilles bougeaient dans le vent. Une voiture passait lentement en allant quelque part d'ordinaire. Les gens vivaient leur vie, et mon monde s'était arrêté d'une manière étrange et suspendue. Je me suis demandé brièvement si maman avait ouvert ma porte et vu les clés sur l'oreiller. Je me suis demandé si papa avait remarqué que mes chaussures avaient disparu. Je me suis demandé si Lynn avait demandé où j'étais. Je ne m'attendais pas à grand-chose, et je n'ai pas été surprise par le silence qui a suivi. J'ai passé le reste de la matinée niché dans un coin tranquille du salon, pensant à la nuit précédente. L'image de papa annulant tout en quelques clics sur son téléphone se rejouait dans mon esprit. Tout comme les messages de mes amis. Tout comme la façon dont maman n'arrêtait pas de dire que j'aurais beaucoup d'autres anniversaires, comme si je devais être reconnaissante de la chance de renoncer à celui-ci. Et la chose qui me revenait sans cesse, stable et nette, c'est que je n'avais pas compté à ce moment-là. Pas assez pour faire une pause, pas assez pour reconsidérer, pas assez pour même demander. À midi, je suis sorti pour prendre l'air. Le ciel était pâle et l'air sentait le début de la pluie. J'ai marché lentement le long du pâté de maisons, laissant le calme du quartier s'installer autour de moi. Je me suis demandé si quitter la maison me rendait imprudente ou courageuse. Peut-être les deux. Peut-être aucun des deux. Peut-être que cela faisait juste de moi quelqu'un qui ne voulait plus disparaître sous le poids des sentiments de quelqu'un d'autre. La journée s'est déroulée tranquillement. Pas de gâteau, pas de bougies, pas de célébration. Juste une fille sur un canapé emprunté dans une maison qui n'était pas la sienne. Mais je me sentais plus légère que prévu. Triste, oui. Blessé, oui, mais aussi étrangement lucide. Cet après-midi-là, j'ai rallumé mon téléphone. Ma main tremblait légèrement lorsque l'écran s'est allumé. Aucun appel manqué de maman, aucun de papa. Pas de vague de messages de qui que ce soit dans la maison se demandant où j'étais. Seulement quelques textos de plus d'amis, principalement pour prendre de mes nouvelles ou demander des éclaircissements. J'ai répondu lentement, choisissant mes mots avec soin, gardant les détails petits. Je les ai remerciés de se soucier de moi. Je leur ai dit que j'étais en sécurité. J'ai dit que j'avais besoin de temps. Personne n'a insisté. Personne n'a exigé d'explication. En fin de soirée, je me suis de nouveau allongé sur le canapé, écoutant le bourdonnement lointain des voitures qui passaient à l'extérieur. Il m'est alors apparu que c'était le premier anniversaire de ma vie où personne ne m'avait demandé de faire de la place pour l'humeur de quelqu'un d'autre. L'absence de bruit de la maison racontait sa propre histoire. Il n'avait pas encore remarqué. Il n'avait pas senti ma forme manquante, ou s'il l'avait fait, ce n'était pas assez important pour me contacter. Je n'étais pas sûr de combien de temps le calme durerait ou en quoi il se transformerait finalement. Mais pour ce moment, je me suis laissé reposer dans l'immobilité, sachant que la prochaine partie de cette histoire ne se déroulerait pas dans la même maison où tant de mon silence avait été appris. Rien de dramatique ne s'est produit ce premier matin sans moi. Pas d'appel frénétique, pas de coup à la porte, pas de recherche soudaine. Dans leur esprit, j'étais toujours la même fille qui avait toujours pardonné tranquillement, toujours repris sa place dans la structure familiale, toujours s'était faite plus petite pour maintenir la paix. Ils supposaient que je reviendrais parce que cela avait été mon rôle depuis aussi longtemps que nous pouvions nous en souvenir. Papa a passé cette matinée presque entièrement concentrée sur Lynn. Elle s'était endormie d'un sommeil léger la nuit précédente après avoir pleuré, mais dès son réveil, elle a trouvé de nouvelles raisons de s'effondrer. Léna m'a envoyé un texto plus tard dans la journée, disant qu'elle était passée au magasin et qu'il avait l'air épuisé, essayant de remonter le moral de Lynn tout en emballant des boîtes et en essuyant les comptoirs. Il avait toujours été le genre de parent qui croyait que les tempêtes émotionnelles pouvaient être réparées avec suffisamment d'efforts. Il a préparé le thé qu'elle aimait, a fait le petit déjeuner qu'elle préférait,
et lui a dit qu'elle ne devait pas se blâmer pour quoi que ce soit qui ait mal tourné dans sa relation. Il a parlé doucement, pesant chaque mot, comme si la réconforter était sa responsabilité personnelle. Maman flottait autour d'elle comme les planètes tournent autour du soleil. Elle se déplaçait tranquillement, vérifiant toutes les quelques minutes, ses préoccupations tournant dans la même orbite. Elle a aidé Lynn à se laver le visage, lui a apporté des couvertures, et a murmuré que tout irait bien tant qu'ils resteraient soudés. En famille. Je peux imaginer la façon dont elle l'a dit. Maman avait toujours un certain ton réservé à Lynn, le ton qui suggérait qu'elle était la fragile, celle qui avait besoin de protection. J'ai rarement eu ce ton. Pour moi, elle utilisait la voix destinée aux personnes compétentes, aux personnes qui n'avaient pas besoin de coussins émotionnels, aux personnes qui pouvaient gérer la déception sans faire de scène. Dans l'après-midi, la maison avait retrouvé son rythme habituel. Papa est allé au magasin sur Pine Street. Maman est restée à la maison avec Lynn, planant doucement. Personne n'avait paniqué à la vue de ma chambre vide. Maman a probablement supposé que j'étais parti en promenade ou que j'avais passé la nuit chez une amie. Papa a probablement pensé que j'avais besoin de me calmer. Ils avaient construit une image si forte de moi comme étant la stable qu'il ne leur est jamais venu à l'esprit que j'aurais pu partir de mon plein gré. Le magasin était ouvert comme d'habitude. C'était un petit endroit chaleureux, le genre d'endroit où les gens se connaissaient par leur nom. J'y travaillais depuis mes 15 ans, et les clients me posaient souvent des questions sur l'école, les anniversaires ou les projets du week-end. Sans moi là-bas, l'endroit a dû sembler légèrement différent. Mais papa a essayé de combler le vide. D'après ce que Lena m'a dit, il a dit à tout le monde que je prenais juste du temps pour moi. Il l'a dit nonchalamment, comme si ce n'était pas grave, comme si tout allait bien. Elle a dit qu'il souriait, mais que c'était le genre de sourire crispé qui n'atteint pas les yeux d'une personne. Les clients ont demandé où j'étais. Certains étaient assez gentils pour que leurs questions viennent d'une préoccupation sincère. D'autres semblaient confus parce qu'ils s'attendaient à me voir décorer des biscuits ou encaisser des commandes. Papa a répondu vaguement. Il a dit que je restais chez une amie. Il a dit que j'avais besoin de repos. Il a dit quelque chose sur des projets scolaires, essayant de faire paraître cela ordinaire. Personne n'a trop insisté. Les gens ont tendance à accepter des explications simples si elles sont données avec confiance. Maman a dû l'appeler à un moment donné. Ou peut-être qu'il l'a appelé en premier. Ils ont probablement convenu de ne pas en faire toute une histoire. Ils avaient une longue histoire de lisser les fissures avant que quiconque d'autre ne puisse les voir. Pour eux, faire en sorte que les choses aient l'air normales était presque aussi important que le fait qu'elles le soient réellement. Ce soir-là, quand papa est rentré à la maison, j'imagine qu'il a franchi la porte avec le même pas lourd qu'il avait toujours après une longue journée, mais l'air dans la maison aurait semblé plus léger sans la tension de ma déception qui flottait dans la pièce. Lynn était calme pour la première fois depuis des jours. Elle avait mangé quelque chose. Elle avait arrêté de pleurer assez longtemps pour se plaindre qu'elle avait mal à la tête. Maman s'est affairée autour d'elle et la maison s'est installée dans une douceur qui a dû sembler familière. Le premier petit rebondissement dans tout cela, c'est qu'il se sentait soulagé que je ne sois pas là. Pas consciemment, mais de cette manière subtile et tacite dont les familles se détendent parfois lorsque celui qui nourrit tranquillement du ressentiment se retire enfin. Sans moi, il n'y avait pas de friction, pas de rappel de l'anniversaire qu'ils avaient annulé, pas besoin d'expliquer ou de défendre leur décision. Le projecteur émotionnel est revenu entièrement sur Lynn sans que rien ne l'atténue. Il s'était inquiété pour elle pendant des jours, et maintenant il pouvait se concentrer entièrement sur elle sans se soucier de savoir si je me sentais éclipsé. Il supposait que non. Il supposait que je ne l'avais jamais fait. Il croyait que leur choix avait rétabli l'ordre. Il croyait que je serais bientôt de retour, prête à jouer à nouveau mon rôle. Je suis certaine que maman a dit quelque chose de rassurant à papa pendant qu'il faisait la vaisselle. Quelque chose comme « Ami comprend ». Elle a toujours compris. Elle rentrera à la maison une fois qu'elle aura eu un moment pour respirer. Papa a probablement hoché la tête. Il croyait au schéma prévisible. Dans son esprit, j'étais fiable, stable, simple dans mes besoins. Il pensait me connaître. La vérité était que la maison fonctionnait sous une illusion. Ils ont confondu mon silence avec l'acceptation. Ils ont confondu mon absence avec un espace temporaire. Ils ont confondu leur propre confort avec la stabilité. J'ai passé cette matinée à la table de la cuisine de Lena, mangeant du pain grillé nature et laissant le calme s'infiltrer en moi comme la lumière du soleil. J'ai vérifié mon téléphone encore et encore,
m'attendant à recevoir quelque chose. Un appel, un message, n'importe quoi. Mais rien n'est venu. Plus le silence durait, plus j'étais certaine d'avoir fait le bon choix. À la maison, il se déplaçait de pièce en pièce comme il l'avait toujours fait. Maman pliait le linge. Papa balayait le porche arrière. Lynn faisait défiler son téléphone ou fixait un mur, plongé dans l'épuisement qui suit des pleurs prolongés. Il n'était pas inquiet. Pas encore. La deuxième soirée s'est passée sans changement. Papa n'avait toujours pas contacté. Maman n'avait pas envoyé de texto. Je comprenais la psychologie derrière cela. Même alors, s'ils admettaient que quelque chose n'allait pas, ils devraient faire face à ce qu'ils avaient fait. Il était plus facile pour eux de croire que tout allait bien. Les clients ont continué à me demander le lendemain. Papa a gardé ses réponses vagues. Peut-être qu'il les croyait même. Peut-être qu'il s'est convaincu que j'avais besoin d'espace. Dans leur esprit, je rentrerai à la maison d'ici le week-end. Dans leur esprit, ce n'était qu'un petit incident, une fissure momentanée qui se refermerait d'elle-même une fois les émotions apaisées. Lynn a posé une question sur moi une fois, non par inquiétude, mais par curiosité. Elle a demandé à maman si je restais chez une amie. Maman a dit oui. Elle a dit que je prenais du temps pour moi. Lynn a accepté cela facilement, probablement soulagée de ne pas avoir à m'affronter pour le moment. Elle avait toujours été mal à l'aise lorsqu'elle était confrontée aux conséquences de ses actes, même si ces conséquences visaient quelqu'un d'autre. Maman l'a de nouveau rassurée, comme elle l'avait toujours fait. À la fin de ce deuxième jour, un soulagement étrange et silencieux s'était installé dans la maison. Sans moi là-bas, sans la gêne de ce qu'ils avaient fait planant entre nous, l'équilibre émotionnel qu'ils préféraient était rétabli. Maman et papa ne l'ont pas dit à voix haute, mais ils se sentaient plus légers. Lynn se sentait soutenue. La maison semblait calme. Dans leur esprit, c'était la preuve que leur décision avait été la bonne. Ils croyaient avoir protégé la famille des conflits. Ils ne comprenaient pas encore que le calme qu'ils ressentaient n'était que la surface de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui changeait. Quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir parce qu'ils n'avaient jamais regardé de près les fractures sous leurs propres habitudes. J'ai passé cette soirée assise dehors sur le petit porche arrière de Lena. L'air était frais et le ciel s'assombrissait en un bleu qui semblait infini. Je pouvais entendre un faible trafic de la route principale et le doux bruissement des feuilles contre la clôture. J'ai respiré plus profondément que je ne l'avais fait depuis des mois. Personne ne me disait de baisser la voix. Personne ne me disait de laisser tomber. Personne ne me disait d'être la plus raisonnable. J'ai laissé le calme s'installer à nouveau. Pas le silence de la suppression, mais le silence de me choisir. De retour à la maison, ils se sont couchés en croyant que tout reviendrait à la normale le matin. Ils croyaient que je franchirais la porte avec des excuses ou une explication. Ils croyaient qu'ils pouvaient s'accrocher à l'histoire que notre famille allait bien. Ils ne savaient pas que parfois, l'absence de panique n'est pas une preuve de stabilité. Parfois, c'est juste le calme avant que quelque chose de beaucoup plus grand ne commence à s'effondrer. J'avais appris très tôt que parfois, l'absence de panique n'est pas une preuve de stabilité. Parfois, c'est juste le calme avant que quelque chose de plus grand ne commence à s'effondrer. Et bien que je ne puisse pas voir ce qui se passait à l'intérieur de cette maison en temps réel, les fissures se formaient déjà dans des endroits auxquels ils ne s'attendaient jamais. Les premiers signes ne sont pas apparus sous forme de disputes dramatiques ou d'appels téléphoniques tardifs. Ils sont apparus à l'endroit où j'avais passé la plupart de mon adolescence. L'endroit qui avait autrefois ressemblé presque à une seconde maison. Son petit magasin sur Pine Street, celui que j'avais aidé à gérer depuis mes 15 ans. J'ai commencé à y travailler bien avant d'être officiellement embauché. J'étais une enfant qui se faufilait derrière le comptoir pour empiler des serviettes ou essuyer des tables simplement parce que j'aimais être près du son des gens qui parlaient. J'ai appris à faire mousser le lait avant d'apprendre à conduire. J'ai appris quels clients préféraient leur pâtisserie réchauffée et lesquels détestaient la mousse sur leur latte. Je ne considérais pas cela comme une compétence. C'était juste une habitude. Je me souvenais des visages. Je me souvenais des noms. Je me souvenais des histoires que les gens racontaient en attendant leur commande. S'il avait construit le magasin de ses mains, j'aurais aidé à tisser l'endroit avec de petits fils de connexion. Quand j'ai eu 15 ans, les clients me demandaient spécifiquement. Ils aimaient la façon dont je me souvenais des détails, des choses idiotes comme les dates de vacances ou quel petit enfant venait de commencer l'école. Je n'étais pas la meilleure barista et je n'étais certainement pas la plus rapide, mais j'étais celle que les gens cherchaient quand ils entraient.
Il disait que j'avais une façon de faire en sorte que les gens se sentent vus. Il le disait nonchalamment, sur le même ton qu'il utilisait pour me dire de nettoyer les bouteilles de sirop, mais j'avais l'habitude de m'accrocher à ce commentaire comme si c'était une petite médaille. Alors, quand j'ai arrêté de venir, les gens l'ont remarqué avant maman ou papa. Les premiers jours, il a essayé de combler le vide en travaillant plus longtemps. Il a dit aux clients que je rendais visite à des amis ou que l'école exigeait plus de mon attention. Léna me l'a raconté plus tard, le décrivant doucement comme si elle craignait que la vérité ne pique. Elle a dit qu'il essayait de garder l'ambiance légère, mais que les clients voyaient clair dans son jeu. Les gens qui venaient chaque matin hésitaient à la porte quand ils réalisaient que je n'étais pas derrière le comptoir. Quelques-uns ont demandé où j'étais. D'autres non. Ils ont simplement commandé tranquillement et sont partis. Le magasin avait toujours été un petit centre social, non pas à cause du café lui-même, mais à cause de la façon dont les gens se sentaient en entrant. Sans moi là-bas, la chaleur s'est amenuisée. On ne pouvait pas le voir en surface, mais ça changeait en dessous. Comme le sable qui s'érode sous un porche. Plus les jours passaient, plus la différence devenait claire. Il a commencé à demander à Lynn de l'aider. Il l'a formulé sur ce ton doux qu'il utilisait quand il avait besoin de sa coopération. Elle n'y avait jamais travaillé auparavant. Pas vraiment. Elle passait parfois après l'école ou quand elle avait besoin d'argent de poche, mais elle n'avait jamais appris les rythmes de l'endroit. Elle avait 23 ans et pensait toujours que le monde se réorganisait en fonction de ce qu'elle ressentait chaque matin. Le premier jour où elle est venue aider, elle est restée derrière le comptoir, les bras croisés. Elle ne saluait pas les clients. Elle reconnaissait à peine les habitués, à moins qu'ils ne forcent son attention. Quand quelqu'un lui a demandé comment elle allait, elle a répondu par un haussement d'épaules sec. Quelques personnes ont pensé qu'elle passait juste une mauvaise journée. Les habitués ont tendance à être indulgents, mais seulement jusqu'à un certain point. Léna m'a dit que le deuxième jour, une femme nommée Madame Clark est entrée et a balayé la pièce du regard pour me chercher instinctivement. Quand elle ne m'a pas vu, elle a semblé confuse. Elle lui a demandé si j'allais bien. Il lui a donné la même réponse vague. Il a dit que je prenais du temps pour moi. Madame Clark a hoché la tête, mais Léna m'a dit qu'elle avait vu l'attention sur son visage. Des gens comme elle me connaissaient depuis que j'avais 14 ans. J'avais aidé à porter ses pâtisseries à sa voiture quand elle s'était cassé le poignet. Elle me parlait de ses petits-enfants pendant que j'emballais ses scones. Ce genre de choses compte pour les gens. Ils se connectent là où ils se sentent les bienvenus. Et quand cet accueil disparaît, ils s'éloignent. Quelques jours ont passé avant que la première petite fracture ne devienne visible. Un homme nommé Tom, qui venait tous les jours de la semaine depuis près de 2 ans, a cessé de venir. J'avais mémorisé sa commande par cœur. Latte moyen, un sucre, sans couvercle parce qu'il disait que les couvercles donnaient un goût métallique au café. Tom était le genre d'homme qui s'en tenait à la routine. Alors, quand il a soudainement disparu, c'était notable. Une autre habituée, une femme qui amenait toujours son petit chien dans un sac de transport, a commencé à commander à emporter au lieu de s'asseoir. Elle a arrêté de discuter avec lui. Elle payait rapidement et s'éclipsait. À la fin de cette semaine, Léna m'a envoyé un texto disant que quelque chose n'allait pas au magasin. Elle a dit qu'il avait l'air tendu, comme s'il essayait d'empêcher les choses de s'effondrer à main nue. Elle a dit que Lynn se plaignait constamment, levant les yeux au ciel devant les clients, agissant irritée quand quelqu'un demandait quelque chose de plus. Même quand elle essayait, elle n'avait pas la patience pour le travail de service. Linda, une autre collègue, m'a dit en privé qu'elle avait surpris Lynn en train de réprimander un homme plus âgé pour avoir demandé s'ils avaient encore le gâteau au citron. Elle a dit que la façon dont il avait tressailli suffisait à lui retourner l'estomac. Je voulais être surprise, mais je ne l'étais pas. Lynn n'avait jamais aimé faire quoi que ce soit qui ne la mettait pas au centre de l'attention. Elle ne comprenait pas que le travail avec les clients ne consistait pas à être admiré. Il s'agissait d'être stable, patiente, présente, des qualités qu'elle n'avait jamais eu besoin de développer parce que quelqu'un était toujours intervenu pour lui épargner l'inconfort. Une fois que l'attitude de Lynn s'est installée sur le magasin comme un mince brouillard, les départs silencieux ont commencé. Les habitués ont commencé à aller ailleurs. Pas de manière dramatique, pas avec des confrontations ou des mots de colère. Ils ont simplement cessé de venir. D'abord un, puis 2 autres. Puis un petit groupe qui se réunissait souvent le vendredi a migré vers un nouveau café au bout de la rue. Il a vu le changement mais ne l'a pas compris. Il continuait d'essuyer les comptoirs et d'essayer de rendre l'espace normal.
Le vrai moment est arrivé un après-midi, celui que Léna m'a raconté en détail parce qu'elle savait que j'avais besoin de l'entendre. Une femme nommée Karen, une gentille enseignante à la retraite qui laissait toujours un pourboire généreux, est entrée et a demandé doucement si je serais bientôt de retour. Avant qu'il ne puisse répondre, Lynn est intervenue avec un soupir, disant quelque chose comme « Elle va bien, et les gens doivent se détendre ». Le visage de Karen a changé. Juste un petit resserrement autour de ses yeux, mais c'était suffisant. Elle a commandé un thé, a attendu tranquillement, et est partie. Léna a dit qu'elle n'était pas revenue depuis. Papa a ressenti celui-là. Il a essayé de le couvrir avec un sourire, mais au moment où Karen est sortie, il a hésité. Il a essuyé le comptoir 2 fois au même endroit. Il a regardé la porte plus longtemps que nécessaire. Il a compris que quelque chose avait changé, même s'il ne pouvait pas encore le nommer. Pourtant, il ne m'a pas appelé. Il avait toujours été têtu pour demander de l'aide. Il croyait qu'il pouvait arranger les choses en travaillant plus dur ou en se convainquant d'optimisme. Il croyait que les clients partaient parce qu'ils étaient occupés, pas parce que l'âme du magasin avait été perforée. Il croyait que les choses s'arrangeraient une fois que les émotions à la maison se seraient calmées. Cette croyance était la même qui l'avait aveuglé à la lente érosion qui se produisait sous notre toit bien avant que mon anniversaire ne s'effondre. Cette semaine-là, Léna a continué d'envoyer des mises à jour, chacune plus douce que la précédente. Elle m'a dit que mon père semblait fatigué. Pas physiquement fatigué, mais usé de la manière dont les gens le deviennent quand le monde qu'ils ont construit commence à bouger sous leurs pieds. Elle a dit que Lynn venait de moins en moins parce qu'elle ne supportait pas les clients impolis, même si la plupart d'entre eux n'étaient pas impolis. Ils étaient juste confus, décontenancés par le changement d'atmosphère. Les gens ressentent ces choses. Ils sentent quand un endroit perd sa chaleur. Ils sentent quand la personne avec qui ils se sont connectés a soudainement disparu sans explication. Papa a essayé de combler le silence avec des conversations supplémentaires. Il demandait aux clients comment se passait leur journée. Il offrait des échantillons de pâtisserie. Il montait la musique un peu plus fort que d'habitude, mais rien de tout cela ne fonctionnait comme ma présence l'avait fait autrefois. On ne peut pas reconstruire quelque chose quand on ne comprend pas ce qui le maintenait en place. J'aurais dû me sentir coupable, mais ce n'était pas le cas. Peut-être que j'aurais dû. Peut-être que la partie de moi entraînée à absorber l'inconfort de tout le monde voulait intervenir et arranger les choses. Mais je savais mieux. J'avais passé des années à fournir une colle émotionnelle que personne ne reconnaissait. Des années à lisser des moments pour que les autres puissent se sentir stables. Des années à devenir invisible pour que l'humeur de quelqu'un d'autre puisse avoir la priorité. Et il ne m'appelait toujours pas. Et ce silence, aussi douloureux qu'il aurait dû être, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans cette maison. J'étais parti, et il faisait toujours semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur de cette maison, l'air avait commencé à changer d'une manière qu'il ne pouvait pas lisser. L'endroit avait toujours survécu grâce au calme que je maintenais entre les gens. Je comblais les lacunes sans que personne ne s'en aperçoive. Je raccommodais les petites tensions avant qu'elles ne s'aggravent. J'adoucissais les humeurs qui auraient pu fissurer les murs. Une fois que je suis parti, le silence s'est relâché et tout ce qu'ils avaient ignoré pendant des années est remonté à la surface. Ça a commencé avec maman. Elle avait toujours été une femme qui se déplaçait rapidement tout au long de la journée, essuyant les comptoirs tout en parlant par-dessus son épaule, pliant le linge avec de petits claquements de tissu, vérifiant-leur comme si le monde dépendait de sa capacité à rester en avance. Mais la semaine après mon départ, son corps a ralenti. Pas de manière dramatique, pas d'une manière qui nécessitait des sirènes ou de la panique. C'était le genre de fatigue profonde qui s'infiltre petit à petit jusqu'à ce qu'un matin, vous vous réveillez et ne puissiez plus vous pousser à travers. Léna m'a dit plus tard qu'elle avait vu maman presser sa main contre son côté chaque fois qu'elle pensait que personne ne regardait. Un matin, elle a eu des vertiges en chargeant le sèche-linge et a dû s'asseoir. Papa s'est précipité et l'a guidée vers une chaise de cuisine. Lynn a plané un instant, offrant une mince inquiétude, puis est retournée à sa place habituelle de celle dont on s'occupe, pas celle qui s'occupe des autres. Maman a insisté sur le fait qu'elle allait bien, mais il l'a quand même conduite à la clinique. Le médecin a fait quelques tests, a posé des questions et lui a dit que rien n'était dangereusement faux, mais qu'elle avait besoin de repos réel. Du vrai repos. Pas de faire semblant de se reposer tout en continuant à faire les corvées. Il lui a dit qu'elle avait besoin d'aide à la maison, quelqu'un de patient, de stable, quelqu'un qui prêtait attention aux petits détails, quelqu'un qui ralentirait pour elle. C'était mon rôle,
et je doute qu'il l'ait pleinement compris jusqu'au moment où je n'étais plus là. Avec maman ayant besoin de soins, la maison est devenue plus bruyante. Chaque petite chose est devenue une source de friction. Il a essayé de prendre le relais, mais des années de dépendance à mon égard l'avaient laissé mal préparé pour les petites choses quotidiennes qui font fonctionner un endroit. Le linge s'est accumulé, les sacs de courses sont restés sur le comptoir trop longtemps, la vaisselle s'est empilée plus vite qu'il ne pouvait la laver. Il a brûlé une poêle en essayant de faire des œufs et a marmonné sous sa respiration en la frottant. Il a oublié d'aller chercher les médicaments de maman jusqu'à ce que la pharmacie appelle pour le lui rappeler. Lynn détestait l'idée de s'occuper de quelqu'un. Elle a essayé pendant un après-midi. Elle a apporté un verre d'eau à maman et a soupiré comme si le soulever l'épuisait. Elle a grogné devant la vaisselle, mais l'a laissée où elle était. Quand maman lui a demandé de s'asseoir avec elle parce qu'elle se sentait faible, Lynn a dit qu'elle avait mal à la tête et qu'elle avait besoin de repos, puis a disparu dans sa chambre. Sans moi là pour amortir les choses, la maison a éclaté en petites poches de tension. Papa lui a demandé d'aider avec le linge, et elle s'est plainte que le détergent irritait ses mains. Il lui a demandé de faire une course au magasin et elle a dit qu'elle était trop fatiguée. Quand il lui a dit que maman avait besoin de compagnie, elle a sèchement répondu qu'elle n'était pas infirmière. Le son s'est propagé dans le couloir, des voix élevées, des humeurs vives, des portes qui se fermaient plus fort que nécessaire. Ils avaient dépendu de moi pour absorber le choc émotionnel, pour garder les choses lisses, pour combler les fossés qu'il refusait de reconnaître. Sans ce pont, les fissures sont devenues indéniables. Un après-midi, il a essayé de suivre une liste que maman avait écrite pour lui. Ramasser les légumes, préparer le poulet, nettoyer la salle de bain. Au magasin, il pouvait jongler avec 10 tâches sans cligner des yeux. Mais à la maison, le rythme était différent. Il a lavé les légumes, mais a oublié de les couper. Il a mis le poulet au four sans vérifier la température. Il a nettoyé la salle de bain, mais a laissé la serpillière dans une flaque d'eau sur le sol. C'est là que j'intervenais tranquillement, ramassant les erreurs sans qu'on me le demande. Léna m'a dit que lorsqu'il est passé au magasin pour des fournitures, même les clients ont remarqué qu'il avait l'air différent, distrait, faisant tomber ses clés, se frottant le front. Il n'était pas l'homme stable qu'il s'attendait à voir derrière le comptoir. Le stress avait creusé de nouvelles rides sur son visage. Un petit morceau de karma est arrivé un soir lorsqu'une voisine est passée avec une cocotte pour maman. Elle nous connaissait depuis des années et croyait que la gentillesse était quelque chose de mieux livré chaud et dans un plat en aluminium. Il l'a accepté avec soulagement car cela signifiait une tâche de moins ce soir-là. Elle a demandé doucement s'il avait besoin d'aide pour quoi que ce soit dans la maison. Papa, fier comme toujours, a dit qu'il avait les choses sous contrôle. Elle a jeté un coup d'œil au-delà de lui dans le salon où une pile de couvertures était posée sans être pliée. Elle a demandé s'il voulait de l'aide pour le linge. Quelque chose dans son expression a alors changé. Pas tout à fait de la honte, pas tout à fait de l'irritation, quelque chose de plus proche d'une vérité qu'il ne voulait pas dire à voix haute. Il lui a dit que je m'occupais généralement de ces choses. La voisine a haussé doucement les sourcils. Elle a dit qu'elle s'en doutait parce que la maison semblait différente. Puis elle a demandé si je prévoyais de rentrer bientôt à la maison. Léna m'a dit qu'il était resté immobile une longue seconde avant de répondre. Il a dit que je restais chez une amie, que j'avais besoin de temps. La voisine a hoché la tête, mais ses yeux se sont attardés sur lui, pleins d'un sens qu'il ne pouvait pas esquiver. Elle a dit qu'il devait apprécier tout ce que je faisais. Il n'a pas répondu. Il l'a juste remercié et a fermé la porte avec des mains silencieuses. Cette nuit-là, il s'est assis à table, la tête dans les mains, pendant que la cocotte refroidissait à côté de lui. Il s'était toujours cru le plus fort, le pilier. Mais maintenant, il voyait enfin ce qu'il avait manqué. Je n'avais pas seulement été serviable. J'avais été essentiel. Maman, toujours fatiguée et se déplaçant avec précaution, a remarqué la tension en lui. Elle a demandé comment il tenait le coup, et il l'a repoussé, disant qu'ils avaient seulement besoin de temps pour s'adapter. Elle l'a regardé un long moment avant de dire qu'elle n'avait pas réalisé à quel point j'avais fait. Il a hoché la tête une fois, mais la vérité était lourde en lui. Lynn s'est irritée de la nouvelle dynamique. Elle s'est plainte que la maison était stressante, qu'elle détestait l'odeur des produits de nettoyage, qu'elle ne pouvait pas se reposer parce que maman l'appelait trop souvent. Quand il lui a demandé de faire une course, elle a marmonné que rien de tout cela n'était de sa faute. Il lui a de nouveau sèchement répondu, pas fort, mais avec une fermeté qu'elle n'avait jamais entendue de sa part. Il lui a dit qu'elle n'était pas la seule à compter.
Maman la regardait avec surprise. Elle n'avait jamais entendu ce ton dirigé vers Lynn auparavant. Mon absence avait créé un vide, et le poids s'était entièrement déplacé sur eux. Au fil des jours, le bruit à l'intérieur de la maison est passé de la simple frustration à quelque chose de plus profond, un malaise agité qui donnait l'impression que chaque pièce était trop petite. Il est allé au magasin un matin et a réalisé qu'un groupe d'habitués avait commencé à fréquenter un autre café. Lena a essayé de trouver des excuses pour eux, mais il savait mieux. Il a vu l'hésitation chez les clients qui avaient l'habitude de s'attarder. Il a remarqué la légère baisse des ventes qu'il avait autrefois ignorées. À la maison, il a de nouveau essayé de préparer le dîner. Il a coupé les légumes de manière inégale, a brûlé le poulet et a renversé des pâtes. Maman a essayé d'aider mais ne pouvait pas rester debout longtemps. Lynn s'est plainte que la cuisine sentait mauvais. Il lui a finalement dit d'arrêter de ne penser qu'à elle-même. Elle est devenue silencieuse, stupéfaite. Cette nuit-là, il s'est assis seul après que tout le monde soit allé se coucher. Il a regardé autour de lui et a vu les pièces manquantes, la couverture mal drapée, la pile de courrier que je triais, l'espace vide où ma tasse était toujours assise, l'absence de mon fredonnement silencieux pendant que je travaillais. Il a finalement compris que la maison n'avait pas été équilibrée par accident. J'avais équilibré les choses, non pas parce que j'étais la plus jeune, mais parce que j'avais toujours été la silencieuse. Les gens silencieux font de bons amortisseurs. Ils rendent la vie plus facile pour tout le monde. Leur absence n'est pas bruyante au début, mais elle résonne, et l'écho s'était amplifié chaque jour. Pourtant, personne ne m'a appelé. Sa punition n'est pas venue de cris ou de reproches. Elle est venue de la vérité lente et implacable qui s'installait en lui. Il avait valorisé les mauvaises choses. Il s'était trop appuyé sur quelqu'un qui avait donné sans reconnaissance. La maison devenait de plus en plus bruyante sans moi. Mais le son le plus fort était la vérité. Il avait enfin commencé à comprendre ce que ma présence avait signifié et ce que mon absence allait coûter. Mon monde était devenu assez silencieux pour que j'oublie presque à quel point ma sœur pouvait être bruyante quand elle voulait quelque chose. Je me suis réveillé ce matin-là dans la petite maison de Carole, me sentant reposé comme je ne l'avais pas été depuis des années. J'avais prévu de faire une promenade avant d'aller à la librairie. Le soleil était chaud pour la fin du printemps et l'air portait cette douce odeur d'arbres en fleurs. Tout dans ce quartier semblait plus calme que la grande maison où j'ai grandi. Je suis sorti avec une tasse de café de voyage et j'avais à peine fait 3 pas quand j'ai entendu mon nom fendre l'air du matin. C'était aigu, traînant, imbibé d'urgence. Ami. J'ai figé. Ce ton m'avait suivi toute ma vie. Je me suis retourné lentement et elle était là, Lynn, marchant vers moi depuis le bout du pâté de maison, rapide et les yeux fous comme quelqu'un qui poursuit une vérité en fuite. Ses épaules étaient tendues. Son visage était tacheté, comme il le devenait quand elle avait pleuré ou crié, ou les deux. Quand ses yeux se sont posés sur moi, elle a accéléré, presque désespérée. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de rentrer, mais quelque chose d'obstiné en moi a maintenu mes pieds où ils étaient. Elle s'est arrêtée juste devant moi, la poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'elle essayait de reprendre son souffle. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'a attrapé le poignet. La prise était vive, pas affectueuse, pas suppliante, possessive, contrôlante, comme si elle avait peur que je lui glisse entre les doigts. « Tu dois venir avec moi, tout de suite. » Sa voix était tendue et contractée. Les gens sur le trottoir ont ralenti. Un homme promenant son chien a jeté un coup d'œil. J'ai gardé ma voix calme, même si mon pouce est accéléré. Lynn, lâche mon bras. Elle ne l'a pas fait. Tu dois rentrer à la maison. Tout s'effondre. Maman est malade. Le magasin est un désastre. Papa perd la tête. Et c'est toi qui as fait ça. Tu as fait exploser la famille parce que tu n'as pas supporté un petit changement de plan. C'était ça. Le vieux script? Ma responsabilité pour tout. Même les choses avec lesquelles je n'avais rien à voir. Ses doigts se sont enfoncés plus profondément dans mon poignet. Lynn, lâche mon bras. Elle s'est penchée plus près jusqu'à ce que je puisse sentir son souffle. Tu comprends que tu es en train de tout ruiner? Tu nous as laissé nous noyer pendant que tu t'enfuyais et que tu jouais la victime. Tu nous dois quelque chose. Tu rentres à la maison. Une femme portant des sacs de course a ralenti ses pas. Un étudiant a arrêté son vélo. Lynn ne remarquait personne d'autre que moi. Elle ne l'avait jamais fait. Dans son esprit, le monde se réorganisait autour de ses émotions.
Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne te dois rien. Plus maintenant. Elle a alors lâché mon poignet, mais seulement parce qu'elle voulait ses deux mains libres pour gesticuler sauvagement. Elle a reculé, tremblant de frustration. Tu t'entends? Maman est malade. Papa peut à peine faire tourner le magasin. Tout le monde s'effondre et tu es là, à boire du café comme si de rien n'était. J'ai senti la pulsation dans mon poignet, mais j'ai gardé mon ton égal. Je bois du café parce que je vis ici maintenant. Je construis une vie qui ne dépend pas de moi jouant l'amortisseur émotionnel. Sois en colère si tu veux. Blâme-moi si ça t'aide, mais je ne reviens pas. Lynn a laissé échapper un rire qui s'est brisé au milieu. Les gens sur le trottoir se sont encore plus éloignés. Tu penses que tu peux simplement partir et prétendre que tu es une sorte de sainte qui en a finalement eu assez. C'est toi l'égoïste. Ça a toujours été toi. J'ai perdu Marc. J'ai perdu mes amis. J'ai tout perdu. Et tu voulais quand même une fête d'anniversaire. J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Elle réécrivait l'histoire devant des étrangers, se positionnant comme le centre tragique. Mais le soleil du matin était chaud sur mon visage, et la fille qui avait l'habitude de se recroqueviller sous sa voix avait disparu. Elle a de nouveau tendu la main vers mon poignet. Mais quelqu'un s'est interposé entre nous avant qu'elle ne puisse me toucher. C'était la femme plus âgée avec les sacs de course. Elle s'est placée fermement dans le champ de vision de Lynn. Ma chérie, a-t-elle dit. Non. Lynn l'a regardée comme si elle l'avait giflé. C'est une affaire de famille. Ne vous en mêlez pas, la femme n'a pas bougé d'un pouce. Pas quand vous l'attrapez sur un trottoir public, et pas quand vous criez comme si elle vous devait quelque chose. Une petite foule avait commencé à se former. Personne n'a dit un mot, mais je les sentais regarder, leur silence lourd de jugement. Lynn s'est retournée vers moi et pour la première fois, j'ai vu la panique percer à travers sa colère. Papa m'a crié dessus hier. Il m'a dit de me ressaisir. Il a dit que si je voulais de l'aide, je devais arrêter d'agir comme une enfant. Il ne m'a jamais parlé comme ça, jamais. La confession est sortie d'elle d'un seul coup. C'était ce qui se rapprochait le plus de la reconnaissance du changement dans notre maison. J'ai senti quelque chose se tordre en moi. Pas de pitié, pas de satisfaction. Quelque chose de distant et de douloureux pour une sœur en qui j'avais un jour espéré pouvoir avoir confiance. Je n'ai rien dit. Le visage de Lynn s'est durci. Alors maintenant tu vois. Tout est un désastre. Tu dois rentrer à la maison et réparer ça. C'est toi qui maintenais la paix. C'est toi qui gérais tout. Sans toi, tout s'effondre. C'était ça. La vérité derrière tout ce qu'elle avait crié. Elle n'avait jamais voulu de moi. Elle voulait mon travail, mon calme, ma capacité à avaler les conflits tout entiers. Elle s'est approchée. Rentre à la maison, s'il te plaît. J'ai besoin que tu t'occupes de maman. J'ai besoin de toi au magasin. Je ne peux pas faire ça. Et papa perd patience. Si tu ne reviens pas maintenant, il pourrait faire quelque chose de radical. Pendant un instant, je l'ai vue clairement, non pas comme une méchante, mais comme une fille qui n'avait jamais appris à se tenir debout sans s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Une fille élevée à croire que l'amour était quelque chose qu'elle recevait, pas quelque chose qu'elle pratiquait. J'ai finalement répondu, je ne reviens pas, Lynn. Pas aujourd'hui. Pas pour réparer le magasin. Pas pour m'occuper de maman. Pas pour être le tampon qui t'empêche de grandir. Elle m'a regardé comme si je l'avais frappée. Tu nous abandonnes. Tu m'abandonnes. J'ai secoué la tête. Non, je suis parti parce que toi et papa avaient clairement fait savoir que je ne comptais pas. Et maintenant tu me veux de retour parce que tu ressens enfin les conséquences de cela. Un adolescent est passé en skateboard et a ralenti pour regarder. L'homme avec le chien est resté immobile, les yeux plissés. La femme plus âgée tenait ses sacs de course comme un bouclier. La voix de Lynn s'est brisée. Tout le monde parle de moi. À la salle de sport de Marc, ils disent que je t'ai terriblement traité. Sa sœur a dit aux gens que j'ai ruiné ton anniversaire. Les clients du magasin disent que je suis impoli. Sais-tu à quel point c'est humiliant? Les mots ont jailli d'elle comme si elle les portait depuis trop longtemps. C'était le premier vrai aperçu de la responsabilité qui tentait de se frayer un chemin. Une minuscule fracture dans la version d'elle-même à laquelle elle s'était accrochée. J'ai dit doucement. Ce n'est pas à cause de moi.
C'est à cause de la façon dont tu m'as traité. Les gens le voient juste maintenant. Elle s'est essuyé le visage avec sa manche. Pendant un instant, elle ressemblait à la grande sœur qui me tressait les cheveux les matins où elle se sentait généreuse. Puis la douceur a disparu et la colère est revenue. Tu le regretteras. Tu penses que cette nouvelle vie te sauvera. Tu penses que tu es meilleur que nous. J'ai levé le menton. Non, je pense que je suis enfin égal. Et je pense que tu détestes ça. Cette phrase l'a transpercée. Elle a regardé comme si elle ne me reconnaissait plus du tout. Puis elle a fait demi-tour et a dévalé le trottoir. Les gens l'ont regardé partir, leurs expressions un mélange de choc et de désapprobation. Je suis resté là jusqu'à ce qu'elle atteigne le coin et disparaisse. Mon poignet pulsait dans l'air chaud là où elle m'avait attrapé. La femme plus âgée m'a fait un petit signe de tête avant de continuer son chemin. L'homme avec le chien a jeté un dernier regard en arrière et a dit doucement, « Prends soin de toi ». Je suis rentré dans la maison de Carole, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. Mon cœur battait assez fort pour faire vibrer mes côtes, mais mon esprit était stable, clair. La confrontation était terminée. Lynn m'avait montré exactement jusqu'où elle irait pour me ramener dans le chaos, et je lui avais montré que l'ancienne version de moi avait disparu. J'ai posé mon café sur le comptoir et j'ai laissé le silence remplir la pièce. La lumière du soleil s'étirait sur le sol en longues et douces lignes. Pour la première fois depuis mon départ de la maison, j'ai senti le poids se lever complètement de mes épaules. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'explosion de Lynn sur le trottoir ne l'avait pas seulement secouée, elle avait envoyé des ondes directement dans la maison où je vivais autrefois. Et ces ondes m'ont atteint par l'intermédiaire de la seule personne qui m'avait ouvert sa porte sans hésitation quand j'avais besoin d'un endroit où aller. Carole. C'était en fin d'après-midi, quelques jours après la confrontation. L'air était encore chaud, mais la lumière avait changé de cette manière dorée qui rend tout plus doux. J'étais assise à sa petite table de cuisine avec une pile de brochures de collège communautaire, essayant de décider si je voulais postuler pour les cours d'automne ou attendre un semestre. C'était la première fois de ma vie que les décisions portaient sur ce que je voulais au lieu de ce dont quelqu'un d'autre avait besoin. J'étais en train d'encercler une date sur l'un des formulaires quand j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. C'était rapide et nerveux, comme si la personne de l'autre côté hésitait à s'enfuir. Carole a ouvert et j'ai entendu sa voix s'élever de surprise. « Oh, salut !» Puis une autre voix est entrée. Le collègue de mon père au magasin, un gentilhomme plus âgé nommé Howard, qui m'avait toujours glissé des muffins supplémentaires quand j'étais petite. J'ai figé sur place dès que je l'ai reconnu. Il était la dernière personne que je m'attendais à voir et la dernière que je voulais impliquer. Il a demandé doucement, « Est-ce qu'elle est là ?» Carole a hésité. Puis elle s'est écartée et a dit, « Vous pouvez entrer, mais soyez gentil. » Elle a traversé beaucoup de choses. Je suis resté assise parce que se lever ressemblait trop à une fuite. Howard est entré dans la cuisine, a enlevé sa casquette de baseball et l'a tenue entre ses mains comme s'il avait peur de la froisser. Sa voix était douce quand il a parlé. « Salut, gamine. » Je lui ai dit bonjour doucement. Il a semblé soulagé de me voir. Il a dit, « Ton père m'a demandé de prendre de tes nouvelles. Il a dit que tu ne répondais pas aux appels et que ta mère n'avait pas de nouvelles de toi. Ils veulent savoir si tu es en sécurité. » Il a dit les mots, mais j'ai entendu ce qui manquait. Il n'a jamais demandé, « Es-tu heureuse ?» ou « Es-tu bien traitée ?» ou « Veux-tu rentrer à la maison ?» C'était seulement, « Es-tu en sécurité ?» Le strict minimum qu'on pourrait demander à un étranger. J'ai dégluti. « Je vais bien, Howard. » Il a hoché la tête, mais il avait l'air mal à l'aise, comme s'il portait un message qui pesait plus lourd que prévu. Il a tourné la casquette dans ses mains avant de reprendre la parole. « Ton père a dit que la maison est sous beaucoup de pression. Ta mère ne va pas très bien. Le magasin a des difficultés. Et il a dit que Lynn est dépassée. » Il a soupiré comme s'il détestait être le messager. Il a dit, « Ils ont besoin de toi à la maison. » Les mots sont tombés comme des pierres dans ma poitrine, une par une. Pas une seule partie de ce message ne me concernait. Pas une seule question sur ce que je ressentais. Pas une seule reconnaissance de ce que j'avais traversé. C'était une liste de tâches à faire. Une description d'une machine avec une pièce manquante. J'ai gardé ma voix calme. « Howard, je sais que tu veux bien faire, mais je ne reviens pas. Pas maintenant. » Il a eu l'air peiné. Il s'est frotté le front. « Je me doutais que tu dirais ça.
Mais ton père m'a demandé d'essayer. Il a dit, tu m'écoutais toujours quand tu étais plus jeune. Ça a piqué plus qu'il ne le savait. Il voulait utiliser ma loyauté d'enfant comme un outil. Je me suis redressé sur ma chaise. J'apprécie que tu sois venu, mais je suis parti parce qu'ils ont clairement fait savoir que je n'étais pas importante, sauf pour ce que je faisais. Rien n'a changé. Carole est restée près du comptoir, les bras croisés, silencieusement protectrice. Howard a expiré. Je ne voulais pas me mêler de ça. Vraiment pas, j'ai dit, tu n'es pas au milieu. Tu ne fais que livrer un message et je ne fais que te donner le mien. Je ne rentre pas à la maison pour tout porter à nouveau. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis il a hoché la tête, vaincu. Je comprends, ami. Au moins plus que. Il a remis sa casquette et s'est dirigé vers la porte, mais avant de sortir, il s'est retourné. Quand ton père m'a dit pourquoi tu es parti, il a dit que tu t'es énervé et que tu es sorti en courant. Il l'a dit comme si tu avais fait une crise de colère ou quelque chose comme ça. Mais quand j'ai demandé ce qui s'était passé cette nuit-là, quand j'ai demandé pourquoi il avait annulé ton anniversaire, il est devenu silencieux. Mon estomac s'est noué. Et puis, Howard m'a regardé avec tristesse et m'a dit qu'il avait vu la vérité derrière les mots. Il a dit qu'il a finalement admis. Il a dit que ta sœur souffrait et que la famille devait rester unie. Quand j'ai demandé où cela te laissait, il a dit quelque chose qui ne m'a pas plu, a-t-il dit. Ami finira par revenir. J'ai senti quelque chose de froid et de stable se répandre en moi. Bien sûr, c'était son histoire. J'étais la fiable, celle qui s'adaptait, celle qui cédait, celle qui finissait par revenir. J'ai demandé comment les gens réagiraient en entendant cela. Howard a esquissé un sourire sans humour. Ils n'ont pas dit grand-chose. Tu sais comment sont les gens quand ils entendent quelque chose qui ne sonne pas juste, mais qu'ils ne veulent pas faire de scène. Quelques personnes sont simplement devenues silencieuses. Une femme a dit qu'elle était désolée de l'apprendre, puis a changé de sujet si vite que c'en était presque un coup du lapin. Un autre homme a dit qu'il avait toujours pensé que tu étais une bonne gamine, puis s'est éloigné avant que ton père ne puisse répondre. Puis Howard a ajouté. Le silence en disait plus que n'importe quel commentaire. Ton père avait l'air mal à l'aise. C'était la première fois que je le voyais hésiter en parlant de sa famille. C'était ça. Le karma sans feu ni cri. Pas de punition dramatique. Juste un homme réalisant que l'histoire dont il se vantait avait perdu de son éclat. L'image de famille parfaite qu'il aimait polir ne correspondait plus à ce que les gens voyaient. Et le silence des gens était plus lourd qu'un jugement. Howard a soupiré. Je pense qu'il voulait que je revienne avec la nouvelle que tu étais en route pour la maison. Je suis désolé. Je ne peux pas lui donner ça. J'ai secoué la tête. Ne sois pas désolé. Tu as été gentil de venir, mais je ne retourne pas être la colle à nouveau. Il a souri gentiment. Tu mérites une vie qui soit plus que de réparer les erreurs des autres. Il est sorti et a fermé la porte derrière lui. Carole s'est assise en face de moi après son départ. Elle m'a regardé avec cette douce compréhension. Il ne te voit vraiment pas, n'est-ce pas? J'ai laissé échapper une longue et lente respiration. Il voit ce que je fais, pas qui je suis. Cette prise de conscience s'est installée en moi comme une couverture faite à la fois de tristesse et de soulagement. Je savais que c'était vrai. Je l'avais toujours ressenti, mais l'entendre à voix haute, entendre la preuve dans le message de quelqu'un d'autre, a rendu tout limpide. Au cours de la semaine suivante, les tentatives pour me joindre sont devenues plus fréquentes, mais toujours par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Papa n'a jamais appelé lui-même. Maman n'a jamais envoyé de texto direct. Lynn ne s'est jamais excusée. Au lieu de cela, de petites vagues de messages sont passées par des connaissances mutuelles. Ta mère a besoin de quelqu'un de patient autour d'elle. Ton père est surmené. Le magasin ne survivra pas sans plus de main. Lynn dit qu'elle s'effondre. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé, « Ami, comment dors-tu ? Ami, as-tu besoin de quelque chose ? Ami, est-ce que ça va ?» Leur besoin de moi n'avait rien à voir avec moi. Et puis quelque chose de nouveau s'est produit. Carole est rentrée un soir, l'air troublé. Elle m'a dit qu'elle avait croisé quelqu'un du magasin à l'épicerie. La femme avait demandé si j'allais bien. Carole a dit oui, que je trouvais mes marques. La femme a hésité avant de dire, « Ton père a dit aux gens que tu es parti après un désaccord familial et que tu pourrais bientôt rentrer à la maison. » Carole a demandé, «
quel désaccord? La femme a haussé les épaules et a dit qu'il n'avait pas expliqué. Quand Carole m'a raconté cela, j'ai ressenti une douleur dans ma poitrine que je ne pouvais pas décrire. Papa essayait toujours de tout minimiser. Espérant toujours préserver une image qui n'existait plus. Croyant toujours que moins il en disait, mieux ça paraîtrait. Mais le monde autour de lui avait changé. Les gens ne souriaient plus avec une familiarité facile. Ils ne supposaient plus que tout allait bien à l'intérieur de cette maison. Ils avaient vu Lynn réprimander les clients. Ils m'avaient vu disparaître juste après mon anniversaire, sans célébration et sans explication. Ils avaient entendu la tension dans sa voix. Le silence des autres commençait à se refermer sur lui. Je me suis demandé si papa parlerait à quelqu'un de cette partie. Probablement pas. Ça ne correspondait pas à l'histoire qu'il voulait conserver. Cet après-midi-là, Carole m'a trouvé dans le salon, regardant par la fenêtre le jardin qu'elle avait planté bien avant mon arrivée. Elle a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit que je me sentais étrange, comme si je flottais entre deux mondes qui attendaient tous deux quelque chose de moi. Elle s'est assise à côté de moi. Tu sais, parfois les familles regrettent le rôle que tu jouais bien avant de regretter la personne que tu es. C'est une vérité douloureuse, mais c'est aussi le début de la liberté. J'ai laissé ces mots s'installer en moi comme des graines. 2 autres jours ont passé avant qu'il y ait une dernière tentative pour me joindre. Cette fois par une voisine que je connaissais à peine. Elle est passée chez Carole et a dit poliment que papa avait mentionné qu'ils espéraient que je rentrerais à la maison, puis avec un regard qui disait qu'elle ne croyait pas entièrement à ce qu'on lui avait dit. La voisine a ajouté, « Ton père a dit que tu es parti après un malentendu émotionnel, mais il n'avait pas l'air confiant quand il l'a dit. » Elle a hésité, puis a demandé doucement, « Est-ce vraiment ce qui s'est passé ?» Mon visage a dû lui donner la réponse. Elle a hoché la tête, presque soulagée de savoir que la vérité était plus compliquée. Avant de partir, elle a dit tranquillement, « Les gens parlent, tu sais. » Pas de manière cruelle, juste d'une manière qui montre clairement qu'ils savent que tu n'as pas été traité équitablement. Après son départ, je suis resté seul dans le salon, la maison calme et stable autour de moi. Des oiseaux chantaient dehors. Une tondeuse à gazon bourdonnait au bout de la rue. Des sons normaux, des sons de tous les jours. Aucun d'eux n'exigeait quoi que ce soit de moi. J'ai pensé à la façon dont papa avait été forcé de décrire mon absence en public, à la façon dont il avait trébuché, à la façon dont il avait finalement admis la vérité à Howard, à la façon dont le silence des autres s'était abattu sur lui comme un brouillard qu'il ne pouvait pas échapper. Il avait bâti sa fierté sur le fait d'être le père stable, l'homme à la famille soudée, et maintenant cette histoire avait des fissures assez grandes pour que toute la ville puisse voir à travers. Il apprenait lentement et tranquillement que l'absence d'une personne peut changer toute la forme d'une maison. Et j'apprenais que je n'étais pas invisible. J'avais simplement été au mauvais endroit. Plus tard ce soir-là, je me suis assise dehors sur le petit porche arrière. Le ciel était devenu bleu doux et la brise portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. J'ai enroulé mes mains autour d'une tasse chaude et j'ai senti quelque chose s'installer profondément en moi. Je ne leur manquais pas. Ce que je faisais leur manquait. Cette vérité a continué de résonner dans mon esprit pendant des jours. Mais au lieu de m'alourdir, elle a fait de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Une petite sorte d'espoir prudent. Je me suis réveillé un matin et j'ai réalisé que je ne vérifiais plus mon téléphone pour voir si ma famille avait appelé. Je n'attendais plus des excuses qui ne viendraient jamais. Ma vie avait commencé à prendre une direction différente. Lentement au début, comme une rivière qui dégèle après un long hiver. J'avais pris le travail à temps partiel dans la petite librairie près du centre-ville. C'était une boutique étroite avec de hautes étagères qui semblaient se pencher en avant comme si elles étaient impatientes de partager des secrets. Y travailler me semblait étrangement naturel. Les clients me saluaient avec chaleur. Les habitués se souvenaient de mon nom. Personne ne me criait dessus ni n'exigeait que je gère leurs émotions. Si quelqu'un était contrarié, cela n'avait rien à voir avec moi. Si quelqu'un était heureux, c'était parce qu'il avait trouvé le bon livre. Pour la première fois, je me sentais comme une personne au lieu d'un tampon. Un après-midi, environ une semaine après que Lynn m'ait confronté dans la rue, ma collègue Mia s'est penchée sur le comptoir et a demandé avec un sourire, « Alors, c'est quand ton vrai anniversaire ?» Je lui ai dit qu'il était passé. Elle a cligné des yeux. « Tu as fêté ça ?» J'ai hésité. Je lui ai dit, « Pas vraiment. Pas cette année. » Elle a penché la tête comme si elle essayait de comprendre quelque chose qui n'avait pas tout à fait de sens.
Puis elle a dit doucement, « Alors, on te doit ça. » Je pensais qu'elle plaisantait, mais 2 jours plus tard, je suis arrivé pour mon service et j'ai trouvé une petite bannière scotchée au-dessus du comptoir. Elle était faite de bouts de papier découpés en triangles inégaux. Quelqu'un avait écrit « Joyeux anniversaire, ami » au marqueur bleu vif, les lettres légèrement tordues. Sur la table à côté de la caisse se trouvait un tout petit gâteau au glaçage inégal. Mia est apparue de derrière une étagère, tenant une poignée de bougies. Elle a dit « On a fait de notre mieux. Tu as droit à 3 vœux. » Je suis resté là, à regarder ce petit cercle de personnes. Il n'y avait pas de drame dans la pièce. Pas de culpabilité, pas de ressentiment. Personne ne m'a demandé de me faire plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse briller. Ils étaient simplement contents que j'existe. La simplicité de la chose m'a frappé plus fort que tout ce que ma famille avait fait depuis des années. Ils m'ont demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, comme si la réponse importait. Et pour une fois, c'était le cas. Nous avons allumé les bougies. Ils m'ont chanté la chanson Faux et trop fort. Et j'ai ri d'une manière qui m'a fait mal à la poitrine. Quand j'ai soufflé les bougies, j'ai senti la plus petite étincelle de joie se glisser dans l'espace où le ressentiment avait autrefois vécu. Plus tard ce soir-là, après avoir terminé mon service, je suis rentré à la maison avec les restes du gâteau dans une petite boîte. La rue brillait de lumière chaude. Des chiens aboyaient quelque part au loin. Un groupe d'adolescents est passé en skate. Tout semblait normal et paisible. Mes mains étaient collantes de glaçage, et mon cœur était étrangement léger. Mais à des kilomètres de là, dans la maison que j'appelais autrefois chez moi, une célébration d'anniversaire très différente avait lieu. J'en ai entendu parler par Carole plus tard dans la nuit. Elle avait croisé une connaissance mutuelle à l'épicerie. Cette femme a expliqué que l'anniversaire de Lynn approchait et que papa et maman insistaient pour lui organiser quelque chose de petit pour lui remonter le moral. Selon la femme, personne ne semblait particulièrement excité. L'événement ressemblait plus à une obligation qu'à une célébration. Ils ont installé des décorations dans le salon, mais l'air était tendu. Maman était épuisée. Papa était surmené. Lynn a essayé d'agir joyeusement, mais la tension se lisait autour de ses yeux. Elle avait déjà coupé les ponts avec de nombreux amis après son comportement désordonné des derniers mois. Même la sœur de Marc, qui la défendait autrefois, a dit aux gens que c'était une bénédiction que la rupture se soit produite tôt. Le soir du petit rassemblement, seule une poignée de personnes s'est présentée. Pas des amis proches, plutôt des connaissances qui se sentaient obligées d'y assister. Ils ont offert des sourires polis, mais il n'y avait pas de réelle chaleur. Personne n'a demandé à Lynn ce qu'elle voulait ou comment ils pouvaient rendre la journée spéciale. Ils ont surtout parlé entre eux et ont offert des compliments rigides. Quelqu'un a dit légèrement, « Alors, est-ce que sa sœur vient ce soir ?» Papa s'est raidi et a dit, « Ami n'habite plus ici. » La pièce est devenue plus silencieuse. Une autre personne a demandé, « Que s'est-il passé ?» La mâchoire de papa s'est crispée. Il a dit qu'elle était partie après un désaccord. La conversation est de nouveau morte. Personne n'a hoché la tête en signe de sympathie. Personne ne s'est penché pour en savoir plus. Lynn a regardé autour de la pièce comme si elle était une actrice qui avait oublié ses répliques. La tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. Carole m'a dit qu'à un moment donné pendant la fête, Lynn est sortie pour pleurer. Son mascara a coulé sur ses joues entraînées sombres. Elle n'arrêtait pas de dire, « Tout le monde se retourne contre moi. » Papa a finalement perdu patience. Il l'a suivie dans le jardin et pour la première fois de sa vie, il a élevé la voix contre elle. D'après ce que Carole a entendu, il lui a dit, « Tu n'es plus le centre de tout. Tu ne peux pas agir comme ça et t'attendre à ce que les gens restent. » Lynn n'avait jamais entendu ce ton de sa part, pas une seule fois. Elle s'est effondrée, pleurant encore plus fort. Maman a essayé de la calmer, mais elle était épuisée aussi. Elle n'avait pas la force de dorloter Lynn comme elle le faisait avant. Elle a dit à Lynn tranquillement, « Tu dois te ressaisir. On ne peut pas continuer comme ça. » À l'intérieur, les gens chuchotaient sur le comportement de Lynn. Quelqu'un a mentionné qu'il l'avait vu crier sur un client au magasin. Une autre personne a dit que sa cousine refusait d'y retourner parce qu'elle les mettait mal à l'aise. La fête a finalement pris fin de manière gênante et les invités se sont éclipsés rapidement, soulagés d'échapper à la tension. De retour à la librairie, mon anniversaire s'est terminé par des rires doux, un gâteau partagé et une promenade sous les lampadaires. De l'autre côté de la ville, l'anniversaire de Lynn s'est terminé par des portes qui claquent,
des larmes et un silence inconfortable. Le contraste était assez net pour couper. Au magasin, les clients me saluaient par mon nom. Mia m'a apporté une écharpe qu'elle pensait que j'aimerais. Henri m'a demandé si je m'habituais au nouvel horaire. Un étudiant est entré à la recherche d'un livre de poésie et m'a demandé quel était mon préféré. Je me sentais incluse, non pas parce que je rendais la vie de quelqu'un plus facile, mais parce que je faisais partie de quelque chose qui ne me demandait pas de disparaître. Pendant ce temps, mon ancienne maison était devenue un endroit où le bruit remplaçait la connexion. David est devenu plus irritable à mesure que la situation financière s'aggravait. Maman luttait avec sa santé et n'avait personne avec le tempérament pour l'aider à se reposer. Lynn n'arrêtait pas d'essayer de forcer le monde à revenir à ce qu'il était avant mon départ, mais rien ne revenait. Son nouveau petit ami a rompu avec elle après 2 mois parce qu'il ne supportait pas les tempêtes émotionnelles. Ses amis ont arrêté de marcher sur des œufs autour de ses sentiments. Ils ont arrêté de la centrer dans chaque conversation. Quelqu'un lui a finalement dit, « Tu ne peux pas continuer à traiter les gens de cette façon. » C'était le début du changement dont elle avait besoin depuis des années. Mais la croissance est douloureuse. Et pour quelqu'un qui avait toujours été protégé des conséquences, c'était atroce. Pendant des semaines après cela, les choses sont restées stables. J'ai fait mes services. J'ai partagé de petites blagues avec Mia et Henri. J'ai aidé les clients à trouver des livres qui leur rappelaient les étés de leur enfance ou leur apportaient du réconfort après de longues journées. Mon monde était calme et doux. Et puis un matin, en rangeant les nouveautés près du mur du fond, j'ai ressenti un étrange sentiment de légèreté. Ce n'était pas exactement un soulagement, pas exactement une conclusion. C'était quelque chose entre les deux, une reconnaissance. J'avais survécu à la rupture. Et maintenant, je vivais dans l'espace au-delà. Les retombées dans mon ancienne maison continuaient de m'arriver par bribes. Non pas parce que je les cherchais, mais parce que c'était une petite ville et que les gens parlaient sans le vouloir. Un client entrait dans le magasin et mentionnait que mon père semblait abattu. Un autre disait qu'il n'avait pas vu Lynn depuis un moment. Carole m'a dit qu'elle avait entendu que maman l'avait finalement convaincue d'embaucher une aide extérieure pour les soirées parce que ni elle ni Lynn ne pouvaient plus gérer l'attention. Chaque morceau me parvenait comme une feuille au vent. Léger mais porteur de sens. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengée. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose de plus calme, quelque chose de presque triste, mais de plus stable que le deuil. Je comprenais maintenant que leur effondrement n'était pas dû à mon absence. Il venait des années précédentes, lorsqu'ils dépendaient si fortement de moi que mon retrait a révélé la structure qu'ils avaient ignorée. Je n'avais rien cassé. Je m'étais simplement éloigné d'un fardeau que je n'aurais jamais dû porter. Un après-midi, alors que j'essuyais le comptoir, Henri m'a demandé comment la vie me traitait. Je lui ai dit la vérité. Elle commençait à me ressembler. Il a souri de cette manière réfléchie qui lui était propre. Il a dit, « Parfois, les gens pensent que la chose la plus forte que vous puissiez faire est de rester, mais parfois, la chose la plus forte est de savoir quand partir. » Cette phrase m'est restée pendant des jours. À peu près à la même époque, Lynn a finalement fait face aux conséquences qu'elle avait esquivées pendant des années. Son comportement avait éloigné la plupart de ses amis. Les 2 derniers, qui la toléraient encore, se sont éloignés après qu'elle leur ait crié dessus pendant un brunch. L'homme qu'elle avait commencé à voir après le départ de Marc a mis fin aux choses en disant qu'il ne pouvait pas suivre le drame. Elle avait toujours cru que les gens s'adapteraient autour d'elle. Maintenant, elle apprenait que les adultes le font rarement. David, usé par le magasin et la tension croissante à la maison, a finalement élevé la voix contre elle. Cela seul a rapidement fait le tour de la ville. Il avait toujours été doux avec Lynn, lui lissant toujours le chemin, et excusant toujours les pires jours comme de la sensibilité. Mais maintenant, il lui a dit d'arrêter d'agir comme si le monde lui devait quelque chose. Maman, fatiguée et malade, n'avait plus l'énergie d'amortir le coup. Pour la première fois, Lynn s'est retrouvée sans filet de sécurité, et cela l'a forcée à se voir d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Je ne me sentais pas satisfaite. Je me sentais distante. Une coupure nette entre l'avant et le maintenant. Un soir après la fermeture, je me suis assise sur le trottoir devant le magasin et j'ai regardé la ville bouger autour de moi. Des enfants à vélo sont passés. Un homme plus âgé promenait son petit chien. Un couple se disputait tranquillement au sujet des plans pour le dîner. Le monde était si merveilleusement ordinaire. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. La vie que je construisais ne tournait pas autour de l'absence de ma famille.
Elle tournait autour de la présence de mes propres choix. Je me suis souvenu d'être dans la cuisine de mon enfance 2 jours avant mes 18 ans, regardant mes plans être effacés parce que Lynn avait pleuré pendant 3 jours d'affilée. Je me suis souvenu de papa annulant tout sans me regarder. Je me suis souvenu de maman disant que je devrais comprendre. Je me suis souvenu de la sensation de rétrécir dans ma propre peau. Comme si je devenais plus petite pour faire de la place à la douleur de quelqu'un d'autre. Mais je me suis aussi souvenu d'être parti tranquillement, sans discours, sans combat, sans les supplier de me voir. Juste en partant. À l'époque, cela m'avait semblé un échec. Maintenant, je comprenais que c'était la première vraie limite que j'ai jamais tracée dans ma vie. Un samedi soir, Carole et moi étions assis sur son porche pendant que le soleil se couchait bas derrière les arbres. Elle m'a tendu une tasse de thé et a dit qu'elle avait croisé quelqu'un qui visitait le magasin à l'époque où je vivais avec mes parents. Cette femme avait demandé comment j'allais et si ma maison me manquait. Carole a dit qu'elle lui avait dit la vérité. Tu es en train de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain. J'ai hoché la tête. Ma maison ne me manquait pas. L'idée d'une maison que je n'avais jamais vraiment eue me manquait. Le lendemain matin, en repassant une chemise pour le travail, je me suis surprise à penser au pardon. Pas la version où l'on oublie la blessure ou où l'on prétend qu'elle n'a pas d'importance, mais la version où l'on abandonne l'attente que les gens deviennent ce qu'ils n'ont jamais été. Un doux lâcher-prise. J'ai réalisé que je leur avais pardonné sans le vouloir. Pas en mots, dans la distance, en vivant différemment. Les nouvelles continuaient d'arriver au compte-gouttes. Le magasin était toujours ouvert, mais à peine. Papa avait embauché quelqu'un de nouveau pour aider à temps partiel. La santé de maman s'était stabilisée, mais elle restait silencieuse, plus réfléchie. Lynn avait commencé à suivre des séances de conseil après qu'une amie le lui ait suggéré. Le premier vrai pas qu'elle ait fait seule. Quand j'ai entendu ça, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de l'espoir exactement, mais de l'ouverture, un adoucissement. Les gens peuvent changer, parfois seulement lorsqu'ils atteignent le bord du gouffre. Mais je n'ai pas ressenti le besoin de revenir ou de m'expliquer. Mon absence avait déjà fini de parler. Un après-midi, j'ai fait une longue promenade dans le parc près de la librairie. L'air sentait le pin et la terre chaude. Des parents regardaient des tout-petits vaciller sur l'herbe. Des adolescents étaient allongés sur des couvertures, partageant des écouteurs. Je me suis assise sur un banc et je me suis laissé imprégner par la vie autour de moi. Pendant des années, j'avais pensé que la famille était définie par le sang et l'obligation. Mais maintenant, je comprenais que la famille pouvait aussi être des rires discrets autour d'un comptoir de librairie, ou une simple bannière d'anniversaire faite de bouts de papier, ou quelqu'un vous disant sans hésitation, tu mérites mieux. Ailleurs, j'avais été choisi, et cela a fait toute la différence. J'ai pensé à la nuit où tout a changé. Mon 18e anniversaire. Les cupcakes que j'avais glacés n'ont jamais quitté le comptoir. Les invitations que j'avais envoyées. Le moment où Lynn a dit, si je ne peux pas être heureuse, alors elle ne le peut pas non plus. Et comment papa a été d'accord sans même me regarder dans les yeux. Pendant longtemps, j'ai cru que ce moment avait tout terminé. Mais maintenant, je le vois différemment. Cette nuit-là avait commencé ma vie. Non pas parce que c'était dramatique, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça m'a appris quelque chose que je n'aurais pas pu apprendre autrement. Une famille qui s'effondre lorsqu'une personne s'en va n'a jamais été construite sur l'amour. Elle a été construite sur la dépendance. Et j'avais simplement cessé d'être la fondation sur laquelle ils s'appuyaient. Je n'ai pas brisé la famille. Ils se sont brisés sous le poids de leurs propres choix. Le soleil s'est couché plus bas. Une brise a traversé l'herbe. J'ai fermé les yeux et je l'ai laissé me submerger. Je me sentais pleine d'une manière que je n'avais jamais ressentie en grandissant. Pleine de moi-même, pleine de possibilités, pleine d'un avenir non façonné par les émotions de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, de retour chez Carole, j'ai écrit dans mon journal pour la première fois depuis des mois. J'ai écrit sur la librairie, sur la gentillesse de Mia, sur la façon dont Henri laissait toujours une tasse de thé sur le comptoir pour moi, sur le rythme doux de mes journées. Et puis j'ai écrit une phrase que je n'aurais jamais pensé être vraie. Je ne suis plus perdue. J'ai fermé le carnet et je suis restée assise tranquillement un long moment. Puis j'ai souri, une petite chose privée. Pour la première fois, je savais exactement qui j'étais sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le confirme. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci, le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante.
Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.